Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont désormais lancés. Au-delà de la ferveur traditionnelle qui les accompagne, les Jeux accueillent, comme d'habitude, un tournoi de football que certains aiment à déprécier, voire à vouloir faire disparaître, au prétexte que le football n'aurait pas sa place aux Jeux. Et pourtant, le football a toujours été présent aux Jeux Olympiques, et mieux, le football olympique a non seulement été le témoin de son époque, mais surtout été déterminant dans l'essor du futur sport roi. Et si cette question continue de se poser, c'est aussi et surtout car le football olympique a toujours été maltraité par les évolutions du football international. Bienvenue dans le quatrième épisode de la troisième saison de Temps additionnel. Pour bien mesurer l'importance de l'histoire olympique du football, il faut commencer par reprendre quelques éléments d'une histoire générale depuis fortement réécrite. Le plus grand mensonge consiste à dire que le football olympique a longtemps été une affaire réservée aux amateurs puisque les Jeux excluaient ou excluraient par nature tout athlète professionnel. Un argument qui sert aussi à démontrer que le football moderne n'a plus sa place aux Jeux olympiques. Mais si je parle de mensonge, c'est parce qu'il suffit de regarder un tout petit peu plus près l'histoire pour s'apercevoir que ça n'a jamais été franchement le cas. Dès les premiers Jeux olympiques, ceux de 1896, la règle ne fixe absolument aucune condition, aucune priorité aux amateurs, quels que soient les sports. Ainsi, dès 1896, en escrime, en athlétisme ou même en cyclisme, des professionnels participent aux Jeux. Pour les Jeux de Paris, en 1900, plusieurs championnats sont organisés et sont clairement définis comme étant professionnels. On retrouve par exemple dans les règlements de l'athlétisme une ouverture aux pros quand les autres sports n'évoquent même pas la question du statut de l'athlète, qu'il soit amateur ou professionnel, à une exception, à Paris en 1900 donc, le 4000 mètres nage libre qui lui pour le coup est strictement réservé aux amateurs. Mais si on revient au football, en 1904, quand une partie de l'Europe décide de boycotter le tournoi de football, le Galt FC, qui est champion olympique, équipe canadienne, compte dans ses rangs un joueur professionnel venu d'Écosse. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dès le départ, dès 1896, donc, le CIO ne légifère pas sur les sujets sportifs, il n'intervient pas dans le règlement des compétitions, ni sur les conditions d'accès à ces compétitions. En d'autres termes, le CIO ne prend jamais position, il émet des vœux, mais il garde un devoir de neutralité. Pour résumer, le mouvement olympique n'adopte de principe aucune règle, qu'elle soit pour les pros ou pour les amateurs, comme on voudrait nous l'expliquer. Ce sont donc les fédérations sportives en charge des sports qui vont fixer ces règles. Et c'est ici que l'on touche un point important. Le football olympique a d'abord été victime de guerres intestines entre les instances. Là encore, on va faire un petit point historique. Pour les premiers Jeux olympiques, il n'y a pas de FIFA, donc la question ne se pose pas. C'est à partir de 1904 qu'elle arrive, et d'ailleurs, c'est pour cela que la FIFA ne considère pas de palmarès olympique avant sa création. Sa création donne lieu à une véritable guerre qui dure plus d'un demi-siècle même. Celui de l'appropriation du football, celui de savoir qui va en avoir le contrôle le plus total. Lorsque la FIFA est créée, son unique objectif est de créer un championnat continental européen pour les nations. En d'autres termes, et pour faire simple, à sa création, la FIFA veut être ce que sera finalement l'UEFA. À l'époque, il existe une compétition majeure européenne des nations, c'est le British Home Championship, BHC, on l'appellera BHC dans la suite, qui d'ailleurs est un tournoi totalement ouvert aux amateurs comme aux professionnels, mais il oppose les nations uniquement britanniques. Et il est ce modèle de compétition dont rêve Robert Guérin à la création de la FIFA, et d'ailleurs Guérin envisage de faire du BHC un groupe de sa compétition continentale européenne, de sa future compétition continentale européenne. Et c'est ici que démarre la guerre dont les Jeux Olympiques seront une victime collatérale. Car les Britanniques, qui ont disséminé le football aux quatre coins du monde, en grande partie, ne veulent surtout pas en perdre le contrôle. Pour résumer, pour faire simple, ils veulent absolument contenir, contrôler le développement du football en dehors de leur territoire. Et pour cela, ils ont une idée, un moyen sur lequel ils vont beaucoup appuyer, créer deux types de football. Un vrai, entre guillemets, le professionnel, réservé aux professionnels, celui du British Home Championship, et un autre, une sorte de divertissement amateur, un spectacle pour le reste de la planète. Et cette guerre entre la FIFA et la Football Association britannique
va avoir, vous vous en doutez, des conséquences directes sur le football olympique, puisque, gardez en tête ce que je disais au tout début, c'est la FIFA qui fixe les règles, notamment les règles d'admission à sa compétition olympique. Ainsi, en 1908, en 1912 et en 1920, les tournois olympiques ne sont pas ouverts, dans le sens ouvert à tous, mais sont réservés à des footballeurs qui répondent à une définition plus ou moins vague de l'amateur. Vague parce que, vous allez le voir, cette définition est quand même à géométrie variable. À Londres, par exemple, ce sont les Anglais qui fixent des règles, qui sont un petit peu les règles qui s'appliquent dans leur territoire, des règles de discrimination de classe, qui touchent tout le sport britannique. L'idée est simple, doivent rester amateurs les tournois dans lesquels les locaux ont peu de chances de gagner, sont ouverts aux professionnels les épreuves dans lesquelles les locaux peuvent s'imposer facilement. En termes de football, cela va donner une situation légèrement hypocrite dans laquelle on va voir une sélection britannique, décrite comme amateur, mais qui compte quand même dans ses rangs des joueurs qui proviennent d'entités professionnelles telles que Chelsea, Leicester, Manchester United ou encore Tottenham. Il faut dire aussi que la notion de professionnel est un petit peu ambiguë à l'époque. Alors je ne parle pas de l'amateurisme marron, qui consistait à reverser des parties des recettes, à défrayer les joueurs, sorte de pigistes, entre guillemets. Je parle surtout d'une sorte de système de ce que l'on va appeler un professionnalisme industriel. En quoi cela consiste? C'est simple. Les joueurs sont des employés d'entreprise, souvent du textile, de la métallurgie, voire des chemins de fer. Ça doit vous rappeler quelque chose si vous êtes des habitués du football sud-américain. On peut parler par exemple de Peñarol, le géant uruguayen, dont les joueurs au départ sont des employés de l'entreprise de chemin de fer. Et cela prouve aussi que ce pseudo-professionnalisme est mondial. Alors pourquoi pseudo-professionnalisme? Parce que je le disais, les joueurs sont des employés d'une entreprise, mais ont un emploi du temps un tout petit peu adapté, on va dire, pour l'entraînement et la pratique sportive. Entre guillemets, ce sont des pros qui travaillent dans une industrie, mais qui y travaillent plus ou moins. Vous voyez ce que je veux dire? On retrouvera ça d'ailleurs dans les sélections soviétiques post-Deuxième Guerre mondiale. Mais là où les choses deviennent intéressantes, c'est que lorsque la FA, la Football Association britannique, perd son pouvoir, perd son emprise sur la FIFA, parce que vous comprenez que si ces règles sont fixées en 1908, en 1912 et un petit peu encore en 1920, c'est qu'il y a une pression forte de la fédération britannique. Les choses vont donc évoluer quand cette pression diminue. Comment cette pression diminue? D'une part parce qu'il y a la Première Guerre mondiale qui au lendemain ouvre sur un sentiment, une volonté d'universalisme et de mondialisation, et surtout parce qu'aux quatre coins du monde, le football s'est tellement développé que la FIFA commence à compter de nouveaux membres qui viennent de partout, notamment des Amériques. Et donc, lorsqu'on arrive au tournoi de 1924, qui est un véritable tournant dans l'histoire, la question d'amateurisme professionnel, soi-disant réservé au football dans l'histoire, commence à disparaître. 1924, c'est véritablement le fruit d'une bonne décennie de combats au sein des instances, renforcée donc aussi parce que, en Amérique du Sud, la Copa América a été créée, elle oppose les nations sud-américaines et correspond peu ou prou à ce que voulait faire la FIFA en Europe, mais n'a pas pu faire, et donc, je le disais, à une mondialisation durant les années post-guerre. Il y a un autre élément déterminant, ce sont les Jeux interalliés de 1919, que l'on décrit à l'époque comme une olympiade militaire, qui est ouverte à la fois aux pros et aux amateurs. Par exemple, la sélection américaine qui va venir y participer compte quelques joueurs professionnels. Et donc, en 1924, Henri Delaunay et Jules Rimet, dont je rappelle qu'ils ont la tenue de l'organisation et des critères, d'une part par leur rôle à la FIFA, mais aussi par leur rôle en tant que comité organisateur local, transforment tout simplement le tournoi en ignorant tout simplement la question amateur ou professionnel. Elle n'est pas posée, elle n'est pas inscrite dans les règlements. Le tournoi est donc totalement ouvert. Et il en est de même en 1928, où les choses vont encore plus loin, parce que là, pour le coup, l'ouverture est inscrite dans les textes. Ainsi, vous le voyez, le football olympique n'est pas une affaire réservée aux amateurs, contrairement à ce que l'histoire veut nous faire réécrire. Et donc, l'argument de l'amateurisme des Jeux olympiques en matière de football, qui a été proclamé pendant de longues décennies, n'est pas un argument pour dévaluer la valeur du tournoi olympique. D'ailleurs, les Jeux de 1924 et de 1928 sont des véritables championnats du monde qui ont définitivement changé l'histoire du football en tant que sport général, puisque c'est grâce à eux qu'est née l'idée de lancer le projet d'une Coupe du Monde organisée en 1930 et organisée uniquement et entièrement par la FIFA,
que ce soit du point de vue logistique ou du point de vue des règles. Notez que la Coupe du Monde de 1930 ne pose pas la question de l'amateur et du professionnel. On aurait donc pu avoir, à partir de 1930, deux compétitions majeures mondiales, et il n'en fut rien. En grande partie parce que les querelles entre les instances, qui veulent se partager un gâteau de plus en plus copieux, de plus en plus appétissant, vient s'ajouter la politique. Le repli de l'Europe des années 30 semble un temps oublié, après la Seconde Guerre mondiale, toujours dans le même esprit un petit peu universaliste et mondialiste lié au traumatisme laissé par la guerre, mais derrière, la guerre froide s'impose et les blocs se replient davantage. Et au niveau du football, les instances aussi se replient, notamment dans les années 50 ou 60, et notamment quand la FIFA revient entre les mains sous domination de la Football Association anglaise. Ce sont ces années-là, celles d'un schisme profond entre les divers continents, marqué par un point d'orgue, la Coupe du Monde 1966. Cette Coupe du Monde, elle y résiste quand même, tant bien que mal, malgré les polémiques. Le football olympique, lui, subit de plein fouet parce que la FIFA s'en détourne définitivement. Avec toujours ce débat en fond entre les amateurs et les professionnels. On nous explique par exemple que les Européens occidentaux n'envoient pas de professionnels aux Jeux olympiques, alors que, si vous regardez bien, la plupart du temps, les joueurs le sont. Parfois, ils sont en service militaire ou parfois, ils s'apprêtent à le devenir. Ils sont ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, ils auraient, entre guillemets, l'équivalent de contrat aspirant aujourd'hui. Et aussi, surtout, parce que ceux du bloc de l'Est, eux, sont clairement des professionnels, selon le modèle que j'expliquais au départ, ce que l'on appelait des professionnels de l'industrie. Au fur et à mesure des années, parce que le football reste quand même extrêmement populaire au niveau olympique, il continue de remplir les stades malgré sa dévaluation, il y a pourtant une tentative de survie. D'abord en ouvrant le tournoi olympique aux professionnels, avec encore quelques restrictions, mais pour le coup en assumant l'ouverture aux professionnels, et en gros en cessant l'hypocrisie qui courait depuis les débuts, très honnêtement, mais surtout lorsque l'on décide de transformer cette compétition en championnat du monde espoir, championnat du monde des moins de 23 ans. On aurait pu se dire alors, super, le football olympique retrouve ses lauriers, retrouve un sens qu'il n'aurait jamais dû perdre, vous le voyez, il a eu une importance capitale dans l'histoire et dans l'évolution du football et dans sa dissémination. Et finalement, il n'en est rien, malgré le fait que ces championnats du monde du 23 offrent un endroit idéal, un lieu idéal pour ces joueurs-là, de ces âges-là, de pouvoir continuer à disputer des compétitions de très haut niveau entre la Coupe du Monde du 20 et la Coupe du Monde des grands, celle de la FIFA. Mais la FIFA a continué de se détourner de cette compétition, se focalisant uniquement sur la sienne, sa Coupe du Monde, en faisant une erreur dramatique, celle de ne pas l'inscrire dans son calendrier. Pourquoi dramatique? Parce que cela a laissé place à un nouveau pouvoir qui a émergé au milieu des années 90 et qui aujourd'hui est celui qui dicte les règles du football, celui des clubs. Ce sont eux aujourd'hui qui privent ce championnat du monde du 23 de ses meilleurs espoirs, donnent chaque jour de nouvelles occasions de venir soutenir que ce sport n'a plus sa place en affaiblissant le niveau du tournoi puisque les meilleurs éléments de ces générations-là n'y participent pas. Et on se déplace, on remplaçait le débat professionnel amateur qui a longtemps couru par une sorte d'argument de surcharge du calendrier, quand dans le même temps, on applaudit la réforme des compétitions de clubs qui ajoute de plus en plus de matchs, ou encore la multiplication des compétitions de clubs. Alors vous le voyez, l'histoire du football olympique a toujours été tumultueuse. Le tournoi a systématiquement subi les conséquences de diverses luttes, qu'elles furent au sein de ces instances, qui existent encore, ou qu'elles soient politiques. Et pourtant, je le disais, le tournoi est important et il reste quand même un lieu du tournoi olympique, une compétition qui entretient finalement ce lien très étroit entre le football et l'olympisme, c'est le tournoi féminin. Parce que celui-ci reste ouvert, accueille les meilleures joueuses du monde, les plus grandes aussi, ne met pas de restriction d'âge, et ces joueuses-là ne sont pas privées par leur club de la compétition lorsqu'elles sont professionnelles. Ce tournoi féminin prouve que le football olympique et la Coupe du Monde peuvent cohabiter, et générant les mêmes ambitions, générant les mêmes émotions. Le football actuel doit énormément à l'olympisme, le fait notamment de s'être mondialisé, le fait qu'il a surtout été au départ la seule occasion de voir le monde et les différentes nations, qu'elles furent européennes seulement ou
mondial, je le disais, pouvoir s'affronter sur le rectangle vert. Le football doit à l'olympisme la genèse et la création de sa Coupe du Monde. Il lui doit aussi une grande partie de sa popularité aux quatre coins de la planète. Je le disais aussi, les Jeux de 1924 ont été un tournant en ce sens, et à l'heure du centenaire, il convient de ne pas l'oublier et d'entretenir cet héritage et cette tradition plutôt que d'essayer de vouloir finalement la tuer. Cette tradition, c'est donc celle de l'importance du football aux Jeux olympiques. Pour conclure, si vous voulez poursuivre un petit peu la lecture et en savoir un petit peu plus, notamment sur les Jeux de 1924, je vous invite à vous rendre sur le site Lucarno Posé, une série d'articles, 14 articles ont été publiés sur ces Jeux de 1924, de leur création, de l'importance du tournoi, du virage que le rugby, par exemple, n'a pas réussi à prendre lors de ces Jeux. C'est très important et vous comprendrez pourquoi ces Jeux de 1924 sont essentiels dans la grande histoire du football. Et si vous voulez en savoir beaucoup plus sur les Jeux Olympiques, sur leur grande histoire, je vous conseille de vous tourner vers le dernier livre des éditions Lucarno Posé, Du foot et des Jeux, écrit par Richard Coudray. Vous y parcourrez toute l'histoire des Jeux Olympiques et vous pourrez mesurer comment et à quel point ce tournoi est essentiel dans l'évolution du football mondial.